Bienvenue dans Pharma Minds, je suis Nathalie Laït, l'hôte de ce podcast, et je vous amène au plus près des personnalités qui font la pharma. Mon objectif, c'est de comprendre comment elles ont évolué dans ce secteur, ce qui les a amenées à progresser et à se battre pour construire une société en meilleure santé. Éthique, développement personnel, ambition, à travers leurs conseils, je veux vous donner des clés pour imaginer ensemble la pharma de demain. Pour ce nouvel épisode, je suis avec Ségolène Romer. Ségolène, elle est médecin, elle est ophtalmologiste. Elle ne travaille pas dans la pharma, mais dans un centre spécialisé en ophtalmologie à Lausanne. Alors pourquoi j'ai voulu l'interroger sur ce podcast? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est présente sur les réseaux sociaux. Elle y prend des risques parce qu'elle communique beaucoup, elle n'hésite pas à assumer son point de vue. Pourtant, elle pourrait ne pas se sentir légitime parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est une femme. Mais d'une certaine façon, je trouve qu'elle représente un certain idéal pour le médecin de demain. Alors j'avais très envie qu'elle me donne son point de vue sur les relations entre pharma et médecin. Alors je suis très heureuse de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Ségolène. Bonjour Nathalie. Alors, merci pour l'invitation, c'est un plaisir de pouvoir participer. Et puis, jolie introduction. Ah, merci, tu m'encourages. Ségolène, c'est quoi la complexité d'être un médecin ophtalmo aujourd'hui? Je pense qu'avant d'être médecin ophtalmologue, on est médecin. Et je dirais que la plus grande difficulté, c'est de trouver sa place dans une médecine qui est en constante évolution. On a des patients qui sont beaucoup plus informés qu'autrefois. On a une médecine qui est beaucoup plus centrée sur le patient également. Et le médecin ne pratique plus de la même façon qu'autrefois. C'est-à-dire qu'on doit tenir compte de ces nouveaux principes, de cette collaboration finalement avec le patient, et ce qui change radicalement de ce qu'on a appris à l'université, où on nous enseignait encore que le médecin allait prendre des décisions. Les décisions étaient complexes. Et cette partie humaine où on nous parlait de bienveillance, nous n'avons pas été suffisamment préparés au fait que le patient allait vouloir prendre le contrôle. Et ça, c'est pour moi le plus gros challenge. Et je pense que la médecine va évoluer énormément. En ophtalmologie, on constate qu'effectivement, l'accès à Internet, à des réseaux sociaux fait que les patients sont beaucoup plus acteurs de leur propre santé, ont déjà une information en venant en consultation. Ils vont exiger d'avoir des réponses beaucoup plus précises et prendre eux-mêmes la décision. Et c'est là où on a une difficulté supplémentaire par rapport à notre activité clinique ou chirurgicale. Ok, super intéressant. Mais du coup, est-ce que c'est une des raisons qui te fait aussi, en gros, bouillonner sur les réseaux sociaux? Parce que bon, tu as un parcours de médecin assez classique, mais finalement, tu t'investis non pas dans la recherche, dans la science, peut-être aussi, mais tu t'investis aussi dans la communication, la vision en fait de ton métier. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est... Non, c'est le but, parce que justement, il faut qu'on puisse percevoir le médecin comme un humain. Et la raison pour laquelle je participe autant aux discussions sur les réseaux, c'est parce que il faut justement faut apprendre à voir le médecin comme un allié et pas comme une relation hiérarchique. Et j'ai envie de faire comprendre ce que c'est le médecin nouvelle génération. Et on est plus dans une relation de collaboration finalement avec les patients. Et c'est important qu'ils découvrent aussi notre sensibilité, voir ce que c'est notre quotidien, nos qualités, nos défauts, et que on ait une relation de proximité finalement. Donc ça, c'est la première chose. Et puis le deuxième élément, c'est le fait que justement, on s'imagine un peu le médecin comme un savant, celui qui étudie beaucoup, celui qui doit protéger les autres, ce qui est vrai d'une certaine façon, mais aussi on a besoin de soutien, et actuellement la situation elle est un petit peu critique, puisque comme je l'ai expliqué, la médecine change beaucoup. Et on a besoin de faire part de cette réalité du quotidien pour que les patients puissent aussi comprendre qu'il y a des moments où on a des difficultés, ou qu'on a certaines revendications, pour pouvoir justement leur apporter le soin le plus conforme aux données acquises de la science, et aussi pour les protéger. C'est comme dans une famille, en fait. Et ça, mon but, c'est aussi de parler de sujets aussi un petit peu sensibles, comme la place des femmes en médecine, qui est quelque chose... On est de plus en plus nombreuses, hein. Il y a des promotions de médecine où
Il y a près de 90% des promos où ce sont des femmes. 90%. Et pourtant, ouais, 90. Et on a pourtant, sur cette proportion-là, quand on est dans les stages pour la formation, ça va bien, mais quand on commence à s'installer, il y a des rivalités, on a besoin d'expliquer, de justifier notre place. Et ça, je travaille en collaboration avec d'autres personnes pour qu'on se rende compte que finalement, on ne devrait pas avoir à justifier notre existence. Et ça, c'est pas normal. Donc c'est en ce sens que j'aime bien partager mon activité pour montrer que qualitativement, on fait la même chose que nos collègues hommes avec lesquels on a été formés. Et c'est pour j'aime bien être un peu contre le courant, quoi, un petit peu révolutionner, et puis un petit peu de provocation, ça aide aussi à faire prendre conscience de certaines choses. C'est de la provocation gentille, mais j'aime beaucoup ton... C'est une approche hyper humble, en fait, et de se dire que, en fait, en se mettant aussi tous des carapaces, en fait, des masques, c'est, en fait, le système atteint aussi ses limites, et on gagnerait forcément plus à ce que tout le monde utilise son sens humain, qu'il peut très bien comprendre, en fait, beaucoup de choses. Quand on met notre blouse blanche de docteur, qu'on soit spécialiste ou non, on a la blouse blanche et notre costume. Et d'ailleurs, on n'est pas les mêmes quand on est en tant que patient ou en civil dans un hôpital, on se sent mal à l'aise. Alors que quand on met notre blouse blanche, c'est un peu le costume de super-héros, puis on a l'impression qu'on est invincible. Et on joue à ça pendant un certain temps. Et puis finalement, on se rend compte que c'est pas ça qui va nous aider, et que le patient, c'est pas forcément ça qu'il attend de nous. Il attend effectivement une certaine solidité, il attend de pouvoir s'appuyer sur nous pour des décisions difficiles, il attend à ce qu'on soit au top des connaissances, qu'on puisse leur apporter une médecine moderne, mais ils veulent aussi qu'on ait la sensibilité suffisante pour pouvoir comprendre leurs difficultés et qu'on les traite tous de la même façon. Et ça, c'est important de le garder en tête, parce que sinon... on commence à avoir une médecine qui est beaucoup trop patriarcale, et ça, c'est pas du tout ce qui est dans la tendance. Ouais, en fait, c'est marrant parce que finalement, c'est quelque chose juste qu'on voit dans la société, et que en fait, ça fait du bien aussi d'entendre un peu cette analyse d'un corps professionnel, quoi. Et du coup, quelle serait pour toi la vision du métier de médecin ou d'ophtalmo, en fait, pour les 5 prochaines années? Est-ce que c'est de la science? Est-ce que c'est des enjeux aussi comme tu disais, d'attitude, en fait, de comportement? Je pense qu'il va y avoir 3 choses différentes qui vont se produire. La première, c'est qu'on aura beaucoup plus de médecine de pointe, c'est-à-dire beaucoup plus d'imagerie, beaucoup plus d'examens très spécialisés. Chacun va rester dans sa branche avec des surspécialisations. Ça va être de plus en plus pointu. On aura une formation généraliste, mais en tant qu'ophtalmologue, par exemple, les moyens d'imagerie se développent énormément. Et donc, on aura beaucoup plus de moyens techniques. Ça, c'est la première chose. La deuxième, à mon sens, on va avoir davantage de médecine préventive, moins de médecine thérapeutique. Pour moi, c'est un échec quand on diagnostique, par exemple, je suis spécialisée en glaucome. Diagnostiquer un glaucome, c'est en fait être un mauvais médecin parce qu'on est arrivé trop tard. Alors, il y a des cas où on ne pouvait pas le dépister avant, mais la plupart du temps, des examens précoces permettent de dépister à des stades moins graves, moins avancés de la maladie. Et ça, c'est fondamental. Et la troisième chose, c'est que je pense qu'on va avoir beaucoup plus d'aide comme l'intelligence artificielle qui va venir compléter notre métier et qui va automatiser certaines tâches qui étaient fastidieuses. Ça va nous aider pour certains diagnostics. Et nous, on gardera notre part de médecin humain, parce que ça, c'est pas remplaçable finalement. Et le but de l'intelligence artificielle, c'est justement ce côté humain qui va avoir tendance à hésiter dans un diagnostic ou avoir du mal à annoncer quelque chose. Ça, l'intelligence artificielle, ça va nous aider à être beaucoup plus impartial finalement. Et puis, nous, on restera pour faire l'annonce avec le choix des mots, accompagner le patient, lui expliquer simplement et faire notre vrai rôle de docteur finalement. Est-ce que tu peux nous expliquer des exemples en fait concrets aujourd'hui, en quoi l'IA vous aide à faire ce travail qui est un peu rébarbatif? Alors, par exemple, l'intelligence artificielle dans le métier d'ophtalmologue, on l'emploie
Déjà, dans les maladies de la rétine, c'est la partie arrière de l'œil. En fait, pour voir, quand on regarde une image, l'image, elle est transformée comme une sorte d'électricité qui va être absorbée par les cellules de la rétine. Et ce message un peu électrique, il va jusqu'au cerveau pour être reconstitué. Et il y a des maladies spécifiques de la rétine, comme par exemple la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou le diabète peut aussi donner des atteintes de la rétine. Et ces maladies doivent être dépistées précocement. Et l'intelligence artificielle va repérer les premiers stades ou les stades de gravité et va nous faire gagner du temps, puisque sinon, il faut observer, faire des photos, faire des dessins, refaire des examens de contrôle. Et ça prend du temps. Et si le médecin est un peu en retard, le médecin est un peu fatigué, la visibilité à l'intérieur de l'œil, si on ne voit pas très bien, tout ça, c'est difficile. Tandis qu'une analyse plus systématisée avec des outils d'intelligence artificielle, ça va nous faire gagner du temps. Et ça, c'est précieux. Moi, dans mon travail en tant que glaucomatologue, donc c'est plutôt la partie du nerf optique. Le nerf optique, c'est le câble qui transmet cette information électrique vers le cerveau. On pense qu'on va pouvoir dépister, pareil, des maladies à des stades plus précoces. Donc, proposer soit des traitements médicaux ou parfois anticiper la décision chirurgicale grâce à ces outils. Ça va nous aider à la fois donc dans la prise en charge diagnostique, mais également pour pouvoir appuyer notre décision et justifier auprès des patients que un logiciel qui est bien entraîné mais neutre dans sa décision confirme qu'effectivement il y a des arguments par rapport à une population contrôle. Génial. Maintenant, on va passer à une partie un peu moins médicale, un peu moins science, où en fait, dans tes formations, tu as fait par exemple une formation à la Sorbonne de management en santé. Oui. C'est assez rare pour un médecin. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as appris? Alors, effectivement, j'ai participé à un MBA en marketing et communication en santé pour pouvoir mieux comprendre les interactions avec l'industrie pharmaceutique et les différents acteurs dans le parcours du patient. Parce que on voit souvent un parcours patient comme le patient va voir le docteur et va à l'hôpital et ça se résume à ça. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup d'autres parties prenantes et l'industrie en fait partie. Et tout le domaine de l'industrie pharmaceutique, des compagnies pharmaceutiques, est un peu diabolisé. Et je pense que c'est une erreur. Et c'est surtout, comme beaucoup de choses qui font peur, c'est parce qu'on ne connaît pas suffisamment. Donc j'avais besoin de mieux comprendre les attentes qu'il y avait et le vocabulaire qui était utilisé pour établir de meilleurs échanges, et notamment parce que nous, en tant que médecin ou en tant que chercheur, on va avoir des idées, on va vouloir les développer. Ça se fait pas tout seul dans un cabinet de consultation, et ça nous encourage à aussi montrer les innovations qui sont faites dans le domaine pharmaceutique. Et je pense qu'il faut rétablir une relation beaucoup plus saine. Et là, un des projets que j'ai qui va être de développer une école de chirurgie, on va justement rendre plus transparente la relation avec l'industrie pharmaceutique pour pouvoir montrer ce qui existe comme innovation en chirurgie, comment on peut s'entraîner. Et ça, c'est important, plutôt que de dire historiquement, mon patron a utilisé cette technique, donc je ne ferai que cette technique, ou bien tel labo, on sait très bien qu'il y a ça, donc on ne fait pas de partenariat. Et ça, je pense que ça dessert le patient et qu'il est temps de pouvoir s'aligner et être beaucoup plus franc dans les discussions et puis respecter le travail de l'autre pour pouvoir justement découvrir des nouvelles technologies qui risquent, si on ne s'entraîne pas à ces nouvelles technologies, c'est faire perdre une chance pour le patient finalement de se restreindre à certains dispositifs parce que historiquement, il y a des conflits avec certains labos. Il est temps d'avoir des relations plus saines et transparentes. Du coup, aujourd'hui, pour toi, si tu devais caractériser les relations que tu veux avoir avec l'industrie ou que tu as avec l'industrie pharma, en 2 mots, qu'est-ce que tu dirais? En 2 mots, je vais utiliser 2 mots très opposés. Je dirais exigeante et sympathique, si je devais traduire la relation. Exigeant parce que qu'on soit le médecin ou du côté pharma, on veut le meilleur. Ce sont des sciences, on a besoin de quelque chose d'optimal. Mais sympathique parce que on est complémentaires et ça donne plus de force. Et pour l'instant,
C'est juste un problème de communication, de langage, de choix des mots qui fait que parfois, il va y avoir le côté exigeant qui va dominer ou le côté sympathique sans l'exigeant. Mais si on arrive à trouver le même code, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est vrai qu'historiquement, j'aurais tendance à dire qu'au départ, les relations, elles auraient été plutôt, j'aurais dit, infructueuses et tendues. Parce que il y avait trop de cette image du côté l'industrie et le côté lucratif, l'industrie et le besoin pour la mise sur le marché, enfin des choses qui sont caricaturales, alors que c'est pas du tout ça, et qu'on découvre un petit peu au fur et à mesure comment se produit un médicament, comment se produit un nouveau dispositif chirurgical, les difficultés que chacun rencontre. Et à contrario, l'industrie découvre aussi que c'est pas forcément évident pour un médecin d'utiliser un dispositif ou un médicament quand on n'a pas suffisamment de recul, que c'est difficile de trouver les mots pour dire à un patient qu'on va utiliser une nouvelle technologie. Mais au fur et à mesure, on commence à s'entendre sur ça, puisqu'encore une fois, comme le patient est devenu le centre des soins, c'est beaucoup plus facile de s'accorder et finalement de donner beaucoup plus de poids au travail qu'on fait de façon complémentaire. Et quels sont les éléments que tu as vraiment découverts en faisant, je sais pas si c'est cette formation ou en rencontrant des gens qui sont dans l'industrie, des choses où tu te dis, en fait, j'avais pas du tout notion de ça et comme tu dis, c'est voilà, quand c'est opaque, quand on sait pas, qu'on a peur ou qu'on invente des choses. Alors, Qu'est-ce qui t'a étonné, en fait? Ce qui m'a étonnée sur le système en fait de l'industrie et des labos, c'est comment se fait le processus d'arriver par exemple dans une officine. Quand on regarde un médicament ou un produit ou quand un patient nous parle d'un médicament, je connaissais pas toutes les étapes qu'il y a en amont. C'est-à-dire que finalement, le coût d'un médicament ou la production d'un dispositif, etc., ça nécessite énormément d'étapes. J'ai découvert toute la sécurité qu'il y avait derrière, toutes les vérifications, tous les processus, tout le fait qu'on ne peut pas faire une publicité ouverte, on ne peut pas, par exemple, si un médicament est un générique d'un autre, il y a des vérifications. Si on fait une mise sur le marché d'un produit, il y a des années en fait qui s'écoulent avant qu'on ait le droit de lancer un produit. Et j'ignorais qu'il y avait autant de freins. Donc finalement, il y a énormément d'innovation, mais il y a une grande complexité pour pouvoir proposer ça. Et la deuxième chose que j'ai découverte, c'est que finalement, il y a peut-être des petites compagnies qui sont très innovantes, mais qui vont avoir des freins institutionnels ou plus ou moins politiques à cause des réglementations. Et ça, c'est vrai que ça donne beaucoup à réfléchir et puis beaucoup d'idées aussi pour se dire mais comment valoriser ces petits groupes qui ont finalement des idées, qui vont avoir un brevet mais qui n'ont pas le support pour pouvoir développer quelque chose. Moi, je le vois pour la chirurgie, par exemple. On a des idées, je dirais peut-être pas tous les jours, mais tous les mois, on se dit ah mais pourquoi on n'a pas inventé ça? Pourquoi on n'a pas fait ça? Pourquoi on pourrait pas essayer ça? Et finalement, les différents acteurs qui doivent être réunis et toutes les autorisations, toutes les étapes de développement sont plus ou moins fastidieuses, mais aussi très très exigeantes, ce qui fait que on a du mal à partir de l'idée à obtenir un produit fini. Et je pensais pas que c'était si compliqué. Ce qui a fait que, du coup, je respecte beaucoup plus l'industrie et tous les freins. Et puis, pareil, quand on nous dit tel médicament coûte cher, les prix, en fait, sont liés finalement à toutes ces étapes et tout le processus qu'il y a en amont. Ouais, c'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup au niveau des biotech, que effectivement, la recherche, il y a beaucoup de médecins qui ont de très bonnes idées et qu'au final, après, c'est un parcours du combattant pour être capable de mettre quelque chose sur le marché. Donc on n'a pas tout à la fin. Ouais, c'est ça. C'est un peu frustrant finalement parce que, par exemple, pour mon métier, je dis toujours, quand je suis au blog, ils rigolent parce que je leur dis, on met des fusées sur la Lune et on n'a toujours pas été capable d'inventer une machine qui fait la cataracte toute seule alors que c'est la maladie, c'est une maladie naturelle finalement et c'est une des premières causes de cécité dans le monde. Et donc, dans ta nouvelle responsabilité à l'école de chirurgie, donc c'est... si je me trompe pas, c'est à l'hôpital des 15-20 à Paris. Oui, c'est juste.
Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu comptes faire, ce que tu sais, ce que tu as envie de dire, ce que tu peux dire? Alors c'est une nouveauté qui va être, proposée, ayant pour but, de faciliter, à la fois, l'entraînement, chirurgical, mais pour, des internes, des gens en formation, des gens déjà formés, mais qui souhaitent se perfectionner sur une technique, mais également, promouvoir les relations avec l'industrie pharma pour que on puisse obtenir comme une sorte de showroom finalement où l'industrie qui, encore une fois, n'a pas le droit de faire une publicité, pourra néanmoins avoir accès à un endroit où les technologies vont pouvoir être testées sur un œil artificiel, etc. Donc il y aura vraiment deux parties. Il y a une partie qui est dédiée plutôt aux médecins et une partie qui va être plutôt aider l'industrie à faire connaître ces nouveaux produits tout en respectant finalement les étapes d'accréditation et puis mettre en lien des acteurs de la santé avec les ophtalmologues, ophtalmochirurgiens, juniors ou seniors, et puis des gens qui sont tout à fait compétents ou qui ont envie de proposer des nouvelles technologies. Ok, donc super intéressant, hyper innovant. Du coup, j'imagine que c'est à des stades du coup de techno qui sont ou de techno ou de médicaments qui sont commercialisés ou peut-être avant. Alors pour l'instant, ça sera les produits qui sont déjà mis sur le marché avec une autorisation. Et le but, c'est qu'on puisse servir de plateforme pour un état justement peut-être aussi expérimental. Ça serait l'étape numéro 2, pouvoir donner finalement un avis comme un comité d'experts scientifiques pour pouvoir dire oui, ça va, ça va pas, ça on pourrait vous aider sur ça, on connaît des gens. Dans un monde idéal, ce qui serait vraiment incroyable, c'est de pouvoir aider des gens qui sont bloqués à une étape en disant mais attends, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider, ou attends, nous quand on fait pas comme ça en vrai, ton produit si tu le proposes comme ça va pas bien marcher, il faut plutôt que tu t'orientes de cette façon, et qu'on puisse avoir ce mélange entre des gens qui sont plutôt des ingénieurs, des gens qui vont être des médecins, des chirurgiens, et puis aussi des fois que ce soit les délégués médicaux, que ce soit des gens, des pharmaciens, enfin vraiment un groupe différent, mais pour pouvoir potentialiser en fait à partir d'une idée, potentialiser un concept en réunissant des cerveaux différents et qui permettrait d'avoir un produit fini beaucoup plus abouti. Ok. On a déjà parlé des relations que tu voulais avec l'industrie, mais qu'est-ce que tu cherches en fait à développer? En fait, quand on est en tant que médecin et qu'on est face aux patients, on est à l'intersection entre l'innovation et le côté relation humaine. Et donc, on a besoin d'avoir des solutions qui sont à la fois fiables, mais réalistes. C'est-à-dire que on a besoin d'améliorer notre contact avec nos partenaires, parce que quand on a des patients qui ont des maladies qui sont des maladies chroniques ou des maladies dégénératives, je crois qu'il n'y a pas une seule consultation où les gens viennent pas nous voir en disant il y a quelque chose de nouveau. Et puis c'est triste parce que nous, on a ce rôle où on doit dire ben ça avance vite, mais on sait que ça avance pas assez vite pour vous. Et pour eux, les jours sont comptés. Pour nous, on se dit mais ça va à la vitesse incroyable. Mais ça, on a besoin de pouvoir être tenu au courant. En fait, ce qui nous manque parfois, c'est de savoir mais où est-ce qu'on en est finalement. Ouais, non, mais c'est parce qu'au final, ce sont des patients qui sont concernés, qui attendent, qui comptent les jours avec leur maladie, et que c'est ce qu'on voit dans le domaine du médicament, c'est il y a les accès précoces qui se développent pour être capable de, sous surveillance, proposer en fait des innovations. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le point d'être informé en fait, de savoir où on en est, ce qu'on fait, ce sont les étapes. Je pense que quand tu Parce regardes que pour un patient, par exemple, ce qui est important, c'est que des fois les patients nous disent: «Mais est-ce que, il y a une étude ou un produit ou quelque chose?» Alors bien évidemment, il y a des bases, il y a des bases de données, il y a des bases de recherche, il y a des bases pour les études, tout ça, ça existe. Mais parfois, ça manque les patients sont parfois plus informés même que le médecin. Parce que quand faut se mettre à leur place, vous avez une maladie chronique, pour l'ophtalmo, vous avez une maladie potentiellement cécitante, ou vous êtes déjà aveugle, enfin c'est la catastrophe.
catastrophe, vous avez peut-être des enfants qui risquent d'avoir la même maladie. Bref, vous êtes tout le temps en train de chercher quelque chose. Et des fois, les patients arrivent en consultation en nous disant « Vous avez vu ce nouveau produit ?» Puis là, on est un peu mal à l'aise en disant « J'en ai vaguement entendu parler. » Puis oui, parce qu'on en a entendu parler, mais du point de vue scientifique, dans un congrès par exemple. Mais eux, ils ont regardé, ils ont cherché tous les jours, ils sont sur leur maladie, sur le fil d'actualité. Et c'est parfois eux qui nous amènent à regarder, à consulter certains projets ou certaines études. Et c'est vrai que il faudrait que, vu que le patient est beaucoup plus acteur de sa santé, encore une fois, qu'il puisse avoir aussi cette communication assez saine avec l'industrie et qui est cette relation, parce qu'il y a des gens qui seraient prêts à aider, à tester, parce qu'ils attendent que ça. Et ça n'existe pas vraiment pour l'instant. C'est-à-dire que ça doit passer forcément par une étape, et si le médecin il n'est pas au fait de l'actualité scientifique, ou s'il n'y croit pas pour des raisons X ou Y, bah, peut-être qu'on fait perdre une chance à un patient. Et ça devrait plus exister. Ok, super. C'est très clair et c'est vrai que c'est novateur parce que on est vraiment à l'interface entre le patient, le médecin et les industriels, où en fait il faut essayer de trouver un terrain d'échange pour communiquer, pour se parler en fait. Oui. Ok. Ségolène, dans cette dernière partie, on va parler un peu plus de toi. Sur ton profil LinkedIn, tu écris « J'ai 3 passions dans la vie, l'ophtalmologie, les librairies et les jardins fleuris ». Alors, est-ce que c'est quoi ton secret d'équilibre pour, c'est pas être toujours au top, voir toujours la vie du bon côté? Je fais de la méditation, je bois du jus d'aloe vera et je dors 8h30 par nuit. Non, pas du tout. Non, en fait, je pense que le fait de se rendre compte que j'ai une chance inouïe. J'ai une chance inouïe parce que quand on regarde ce qui peut arriver, la médecine, ça rend humble, en fait. Surtout la chirurgie. Parce que la chirurgie, quand vous êtes chirurgien, vous prenez possession du corps de l'autre, entre guillemets. C'est vous qui avez le contrôle sur quelque chose qui, c'est l'anatomie, une intégrité de l'anatomie, et vous changez le corps de quelqu'un. Et vous avez ce pouvoir, en fait. Et c'est vrai que tout ne fonctionne pas toujours comme on voudrait. Et ça, chaque jour de la vie du chirurgien, vous avez ce petit rappel à l'ordre. Et quand on rentre chez soi et qu'on voit qu'on est en bonne santé, qu'on n'a pas de problème particulier, qu'on a un métier qui nous permet... moi, j'ai 3 principes dans la vie, à partir du moment où on a un toit au-dessus de soi, qu'on peut manger tous les jours et avoir chaud et pouvoir accéder à une salle de bain, on est le plus heureux du monde quand même. Et ça, dans le monde, c'est pas fréquent d'avoir ça. On fait partie quand même d'une minorité sur la planète à avoir ça. Donc ça déjà, c'est bien. Et la combinaison des deux fait que ça limite mon niveau de plainte, on va dire. Et pour le niveau de... J'aime bien raconter cette anecdote parce que... il y a un des moments, c'est pour ça que je dis que la chirurgie, c'est quelque chose de très particulier. Un des moments les plus marquants pour un chirurgien, c'est lorsqu'on a l'occasion d'assister à un prélèvement d'organes. C'est la plus belle chirurgie qui existe parce que là, tous les chirurgiens viennent, etc., pour faire le prélèvement. Et c'est la chirurgie où on est le plus silencieux. Il y a un respect incroyable par rapport au corps. Alors, on l'est toujours. Mais bon, quand c'est une maladie, etc., sur un corps vivant, c'est pas la même chose. Mais il y a un phénomène de recueillement quand on fait le prélèvement sur multi-organes, sur une personne qui est décédée. En fait, il y a quelque chose où on prend conscience encore plus de ce qu'on est en train de faire, finalement, et de ce côté que je mentionnais à propos de la chirurgie et du fait qu'on prend possession du corps de l'autre. Et là, c'est au sens propre. Et c'est vrai que ça vous met les pieds sur terre, les idées bien en place. Et en général, vous avez quand même, quand vous sortez de ce type de procédure, vous avez quand même un petit moment de réflexion. Et ça, c'est important. Et c'est vrai que les autres choses qui m'aident à tenir, c'est de me dire que la librairie, je peux m'y perdre pendant des heures et c'est la première chose que je fais dans une ville
Et les gens qui me connaissent bien savent bien que voilà, si vous voulez me faire plaisir, faut m'acheter un livre. Et puis, enfin voilà, moi j'aime me promener. Le fait que justement tout ce savoir qui est accumulé dans les livres, avoir des livres, le contact avec le papier, quelque chose de ce partage, etc. Ça m'aide à me recentrer. Et les jardins fleuris, ça c'est pareil. J'ai besoin de vivre à côté d'un parc ou d'aller me promener régulièrement. J'aime offrir des fleurs et ce sont des choses peut-être simples, mais c'est ce qui me permet de me dire que voilà, quand il y a une beauté du monde quotidien, il faut juste ouvrir les yeux pour s'en rendre compte et c'est ce qui fait que je vais bien. C'est très beau ce que tu nous racontes, Ségolène. C'est le petit côté poétique. Le docteur n'est pas toujours très sérieux, ouais. C'est ce que je dis. Vous le verrez sur LinkedIn, mais c'est comme ça. Ouais, mais c'est aussi voilà, un besoin aussi de se rattacher à des choses simples pour voilà, rester terre à terre et rester humble, en fait. Ça permet surtout de ne pas perdre le contact avec le patient. Parce que les patients, quand on les voit, on est dans une relation qui est très particulière, qui est... on écoute, parce que c'est pas on entend, on écoute ce qu'ils nous disent, et c'est très très, ils nous disent des choses intimes finalement, ils partagent quelque chose quand ils nous partagent des souffrances. Moi, des fois, j'ai des patients, ils me racontent, voilà, ils viennent à 2 en consultation et les choses les plus difficile en tant qu'ophtalmologue. Moi, je dis, j'ai le plus beau métier du monde. Je vois dans les yeux des gens toute la journée. C'est magnifique. Hein, quand on regarde l'iris, c'est la partie colorée des yeux. C'est beau. Il y a plein de choses. C'est magnifique. C'est très, très visuel. C'est très beau. Mais il y a quand même des événements. On a une population qui est plutôt âgée dans nos patients. Et quand, par exemple, on a un couple et puis qu'un des patients a des troubles cognitifs, donc par exemple la maladie d'Alzheimer ou des choses comme ça, des troubles de la mémoire, et qu'on a le conjoint qui est là et qui dit oui, le quotidien est difficile, et puis qu'on a ce moment de partage où, alors qu'on n'est pas du tout en train de faire de l'ophtalmo, mais juste on écoute le fait que l'autre... nous disent oui, ça devient difficile au quotidien, puis des fois, j'imagine la suite, etc. Ces choses-là, si on garde pas cette part d'humanité, cette part de réalisme, on pourrait traiter ça avec mépris en disant « Attendez, c'est pas mon domaine de compétence, c'est bon, vous allez voir le psychologue, vous en parlez au médecin traitant, et basta. » Mais en fait, non, parce que c'est peut-être, on fait peut-être partie des seuls... médecins qui voient, et puis on est une personne un peu neutre, ils osent se confier à nous, on est là pour les accompagner, et donc il faut garder cette ouverture d'esprit à des choses, pour des choses très terre-à-terre, très réalistes, qui sont de la vraie vie, quoi, c'est du quotidien. Ouais, c'est très fort ce que tu racontes, parce que au final, c'est aussi être capable de juste écouter et se mettre un peu plus loin que pourquoi on est là, en fait. C'est se mettre à la place de l'autre. C'est ça. Mais c'est ce qui fait qu'on a un beau métier quand même et qu'on est content de se lever le matin pour aller travailler. Ségolène, est-ce que tu as des modèles en fait de vie qui t'ont guidée pour être où tu es et pour avoir en fait cette ouverture vers les autres? Alors, j'aurais tendance... alors, je pourrais faire un peu comme beaucoup de gens qui disent « mon papa, ma maman », voilà. Il y a toujours une part de vrai là-dedans, c'est-à-dire qu'on n'est pas là par hasard, et puis sans les parents, en fait, on va pas très loin. J'ai eu des mentors pendant mon cursus, des gens qui ont été inspirants, et des gens surtout qui m'ont... alors c'est un peu bateau, mais qui m'ont donné ma chance. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est que ce sont des hommes, essentiellement. Dans le sens où, justement, moi, je parle de la place des femmes. Ouais, mais ce sont des hommes qui m'ont formée. Il y a quand même 2 personnes qui me viennent toujours en tête. Il y a le professeur Baudouin au 15-20 et il y a le professeur Mermot à Lausanne. Et ce sont les 2 qui m'ont donné ma chance chirurgicalement et qui n'ont pas fait de différence, justement. J'ai été une femme au milieu des hommes, mais ils n'ont pas fait de distinction. Et au contraire, on a eu des relations qui étaient plutôt complémentaires. Il n'y avait pas de rivalité. Et ça, c'était très fort, très important. Il y a eu bien évidemment des femmes qui m'ont aidé à aller plus loin. Là, il y a 3 personnes, il y a des gens qui les connaissent, donc j'aime quand même leur rendre hommage. Et voilà, j'ai rencontré
La première personne qui m'a prise en charge, c'est docteur Ambresin. Alors moi, j'étais là, j'étais fascinée, j'étais en formation et puis je la voyais comme un modèle à suivre. Et puis un jour, elle m'a offert la possibilité de présenter au premier congrès européen. Alors déjà, il fallait parler en anglais. Alors en bonne française que je suis, c'était toute une histoire. Mais elle était là et je la suivais partout et je me disais, oh là là, comme on peut être fan d'un groupe de musique, fan d'un artiste, là, j'étais fan en fait de prof d'ophtalmo finalement. J'ai eu professeur Bérard Cohen qui, elle, justement, m'a fait comprendre l'intérêt de la collaboration entre les chercheurs, l'industrie, etc. Parce que c'est quelqu'un qui s'arrête jamais. Elle a une énergie mais incroyable. Et ça, c'est important d'avoir des gens comme ça à suivre. Et puis, une des personnes que j'ai rencontrées dernièrement, c'est Dr Cathy Al-Bouganem. Alors elle, c'est vraiment c'est ma dernière rencontre coup de cœur et je me projette beaucoup dans tout ce qu'elle fait parce que elle est un peu le modèle de notre génération en se disant mais c'est un pionnier, c'est un précurseur. Elle fait de la chirurgie réfractive, elle a démarré la chirurgie réfractive quand les gens savaient même pas ce que c'était quoi. Et ça c'est bluffant. Donc voilà, les gens là m'inspirent. Et la deuxième partie qui m'a aidée, c'est j'ai pas mal voyagé. Et j'aime bien voyager seule parce que ça me permet de me confronter à des cultures qui ne sont pas la mienne et de faire preuve d'ouverture d'esprit. Et ça m'oblige... J'ai un petit côté introverti et là, ça m'oblige en fait à m'ouvrir aux autres et découvrir une autre façon de faire. Et c'est un bon exercice et pareil, ça m'aide au quotidien dans mon activité professionnelle. Génial, hyper intéressant du coup pour les personnes qui t'ont appris, du coup c'est riche. Au quotidien, est-ce qu'il y a une citation qui te suit peut-être à laquelle tu te réfères dans les moments difficiles? Ah oui, il y en a plusieurs, c'est difficile de choisir, mais je pense qu'il y en a une qui me plaît plus que d'autres parce que elle est un mélange entre un phénomène scientifique et puis la réalité de la vraie vie. C'est quand tout semble aller contre vous, n'oubliez jamais que les avions décollent face au vent. C'est Henry Ford qui a dit ça. Et je trouve que c'est très vrai parce que effectivement, hein, c'est comme ça qu'un avion décolle. Et c'est aussi le fait que il faut aller à contre-courant pour tout. Et, ça nous aide à aller plus loin, mais c'est aussi le fait que même dans l'adversité, il faut pas laisser tomber. Et ça, pour moi, c'est important. C'est génial, j'adore en fait parce que surtout dans le monde d'aujourd'hui où tout bouge vite et on peut se sentir parfois en fait en manque de force, d'énergie, de se renouveler, on peut en prendre de la graine pour se dire comment on se motive au quotidien dans des moments difficiles. Une dernière question pour toi, avant de terminer. Donc, quel est le conseil que tu pourrais donner à des personnes de la pharma, du marketing, des ventes, du médical, qui veulent s'adresser à ces nouvelles générations de médecins? Je dirais une seule chose, je dirais oser. Oser prendre contact, oser tenter. Il faut y aller en fait, parce que ce qui limite, c'est finalement soi-même. On se limite, on n'ose pas prendre contact, on n'ose pas parler. Et quand vous regardez les enfants, quand on est petit, les interactions, elles sont beaucoup plus faciles. En fait, toi, tu as une petite voiture qui me plaît, toi, tu as tel jeu qui me plaît bien, et ben, je te demande en fait si on peut regarder, si on peut jouer ensemble. Quand t'es petit, tu vas sur le toboggan et puis quand tu veux grimper, tu fais ton truc, chacun son tour. Puis ça se passe bien en fait. C'est comme ça, bon, de temps en temps, il y a quelques accrochages, mais globalement, ça se passe bien. Puis on te dit, voilà, faut faire une activité, vous vous mettez en rond, vous tenez la main et vous faites ça. Bon, ok, on le fait. On se pose pas trop de questions en fait quand on est petit. C'est quand on devient grand qu'on s'en pose beaucoup trop. Et c'est là où finalement on crée des barrières. Les barrières, elles sont pas là, on les a créées. Donc la plus grande limite, c'est celle qu'on s'impose. Donc il faut oser. Merci beaucoup Ségolène pour ton temps et pour avoir accepté de partager ta vision, ton point de vue. Je trouve hyper intéressant et très assumé, ça fait du bien. Et tu nous parles ton été aussi de découverte et humblement en fait de ressentir en fait les changements dans un domaine qui est aussi en mutation.
Merci Ségolène pour ces échanges. À bientôt. Merci Nathalie, à bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais avant de vous dire à la semaine prochaine, j'ai quelques détails à vous partager. Si vous voulez continuer la discussion avec les invités, vous pouvez aller directement sur LinkedIn. Je vous mets le lien du post dans la description de l'épisode. Si vous souhaitez me contacter pour des questions ou pour proposer de nouveaux invités, le plus simple, c'est de m'écrire directement dans la messagerie de LinkedIn. Ah, et une dernière chose, pour m'aider à supporter ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le plus efficace pour moi. À bientôt!